Mesdames et messieurs, merci de m'accorder votre attention ce soir. Comme ça a été rappelé par Bernard, je suis directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc je sais qui est Condorcet et il fait partie des figures qu'on mobilise souvent pour expliquer que, d'une part, les combats contre l'esclavage sont des combats qui ont construit les valeurs de la République, dont on va parler ce soir, et que la construction de ces combats n'a pas été anecdotique dans l'histoire de la Révolution française. Un grand biographe de Condorcet l'avait d'ailleurs dit, Robert Badinter, et quand il est mort, j'ai sorti une archive que la BNF avait mis en ligne il y a quelques années, qui est le manuscrit de son discours sur la peine de mort, où il revient sur les avancées de la République, les grands moments d'avancée des libertés publiques portées par la République et ceux qui l'ont fondée, et il parle de l'abolition de l'esclavage. Et dans sa biographie qu'il avait co-signée avec Elisabeth Badinter, il développe d'ailleurs l'engagement de Condorcet sur ce sujet, et c'est, je pense, important de se souvenir que cette République dans laquelle on vit et qui nous a qui a défini le cadre dans lequel on respire, dans cette métaphore de l'air qu'on respire, parce que c'est comme ça que l'avocat Patrice Spinozzi évoque l'état de droit. C'est l'air qu'on respire, donc on ne s'en rend pas compte quand il est là, et puis quand il n'est plus là, on s'asphyxie, on meurt très vite, et à ce moment-là, on réalise ce qu'on a perdu. Ce dont on parle, ce dont on va parler aujourd'hui, ce que veut faire le Rassemblement national, c'est renverser cette histoire de plus de 250 ans. Cette construction qui date politiquement de la Révolution française, de grands textes de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la première, et puis des couches successives qui lui ont été ajoutées par les républiques successives, le préambule de 1946 pour les droits sociaux, de façon un peu inattendue, la constitution de la Ve République à travers la création empirique du bloc de constitutionnalité. C'est tout ça que le Rassemblement national veut mettre à bas pour la première fois dans l'histoire depuis 1940. La dernière fois qu'on a fait reculer des droits constitutionnels dans notre pays, volontairement, et pour asseoir un régime qui définirait un nouveau cadre juridique, c'est en juillet 1940. Et quand on regarde les révisions constitutionnelles ou les nouvelles constitutions que notre pays a connues entre 1945 et 2026, ça n'est que des avancées du droit. À aucun moment on a fait reculer le droit ou les libertés générales. Donc il y a dans ce projet constitutionnel du Rassemblement national quelque chose de singulier qui n'a pas été assez souligné. Quand je suis amené à m'exprimer là sur le tract, je pose deux questions aux gens. La première, c'est parmi vous, combien sont au fait des projets constitutionnels du Rassemblement national, connaissent ce que le Rassemblement national veut faire, en ont entendu parler dans les journaux, autrement qu'en ayant lu mon tract. Vous pouvez lever la main si... Voilà. Combien ont entendu parler du référendum sur l'immigration du Rassemblement national? Voilà. Bon, à peu près tout le monde. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Strictement. C'est pas une formule
c'est la même chose. Chaque fois que le Rassemblement national parle de son référendum sur l'immigration, il ne parle pas d'un référendum sur l'immigration, il parle d'un projet de révision constitutionnelle qui vise à modifier 18 articles de la Constitution, à en rajouter 7 qui portent sur des sujets en rapport avec l'immigration, mais dont le cœur n'est pas ça. Le cœur, c'est de changer la Constitution. Et de ne pas changer la Constitution dans sa dimension de fonctionnement des institutions, même s'il y a des dispositions qui font ça, mais de changer la Constitution dans sa fonction de gardienne, réceptacle des valeurs fondamentales de la République. Ce qui fait que liberté, égalité, fraternité, la devise de la République, c'est une déclaration, enfin c'est un programme juridique. Ces mots ont des sens juridiques. La liberté a un sens juridique, l'égalité a un sens juridique, la fraternité, on parlait de la protection des migrants, ça a été affirmé par le Conseil constitutionnel il y a quelques années, c'est des mots avec des conséquences juridiques. Et quand je dis juridique, ça veut dire que ces mots-là, ils sont tout en haut de la pyramide de normes qui constitue notre environnement légal, et toutes les personnes qui vivent en France, qu'elles soient citoyennes ou pas citoyennes, savent que si on attente à leur liberté fondamentale, si on veut s'opposer au principe d'égalité entre toutes les personnes, pas juste les citoyens et les autres, toutes les personnes en France, et si on veut briser le principe de fraternité qui conduit certaines personnes à exprimer leur solidarité et à agir en conséquence à l'égard d'autres êtres humains en France, ils ont la garantie que ces valeurs-là, elles seront défendues par le juge jusqu'en haut. Donc les différents juges, juges administratifs, juges judiciaires, Conseil constitutionnel. Je dis ça parce que ça paraît un peu théorique quand on en parle. C'est les tout premiers cours de droit qu'on apprend, ceux qu'on oublie le plus vite et dont on a l'impression qu'ils disent des choses tellement évidentes qu'on n'aura jamais besoin de les mobiliser dans la vie réelle. Et je dis ça parce que, précisément parce que c'est les choses les plus fondamentales, l'air qu'on respire, c'est ça que définissent ces mots-là. C'est aussi en pensant à ce que ça veut dire avoir une constitution, des valeurs fondamentales, etc., que j'ai écrit ce tract-là. Et je vais un peu expliciter ma démarche, parce que je ne suis pas quelqu'un qui, avant d'écrire ce tract, intervenait dans le débat public. Je n'ai même jamais été encarté dans un parti politique. La dernière carte d'un mouvement que j'ai eu, c'était à l'UNFID quand j'étais à Sciences Po, et ma dernière carte date de 1993. Donc je ne suis pas un militant politique, associatif ou syndical. J'ai des convictions. J'ai servi dans 2 cabinets, sous Lionel Jospin et sous François Hollande. Et j'ai considéré que ces passages en cabinet étaient un engagement et pas juste un job comme un autre dans la fonction publique. Mais à la base, je suis un haut fonctionnaire, inspecteur général des affaires sociales, aujourd'hui dans une fondation reconnue d'utilité publique, mais en détachement. Et en tant que haut fonctionnaire d'État, je suis tenu de servir le pouvoir, quel qu'il soit, dans les limites de la Constitution. J'ai eu, quand j'étais à l'IGAS, à faire des missions dans le cadre des politiques de Nicolas Sarkozy. J'ai fait une mission de RGPP, enfin
la vision générale des politiques publiques. Ça ne m'a pas plu, mais je l'ai fait parce qu'en tant que haut fonctionnaire, on a un devoir d'obéissance, de loyauté à l'égard du pouvoir légalement élu. Donc ça ne m'a pas plu, mais je l'ai fait. Parce que j'avais beau ne pas être en accord avec cette politique-là, elle était dans le cadre constitutionnel. Et je savais néanmoins que si un gouvernement sort du cadre constitutionnel, s'il se met à violer les lois, mais la Constitution, entraver les libertés, rompre avec le principe d'égalité, d'une part, en tant que haut fonctionnaire, j'ai la possibilité de ne pas exécuter des ordres illégaux ou anticonstitutionnels. Et par ailleurs, j'ai la garantie que m'offre l'existence de juges qui vont casser ces lois, annuler des textes anticonstitutionnels, etc. Et l'état de droit, pour le coup, s'est élargi ces dernières années avec la question prioritaire de constitutionnalité, etc. Donc, face à une nouvelle majorité dont les idées me déplairaient, en tant que haut fonctionnaire, j'ai cette garantie-là, cette certitude-là. Sauf si on change la Constitution. Si on change la Constitution, là, en tant que fonctionnaire d'État, j'ai plus de prise pour m'opposer à des principes qui seraient devenus des principes constitutionnels. Si on se replace dans le cadre de 1940, à partir du moment où on est fonctionnaire d'État après novembre 1940, il y a un nouvel ordre juridique, le statut des Juifs a été mis en place, et ben, on est obligé d'appliquer ces règles. Et si on ne le fait pas, on est sanctionnable, ou alors on démissionne. Et ça, cette situation-là, de devoir appliquer des principes opposés aux valeurs fondamentales de la République qui entravent les libertés, brisent le principe d'égalité, réduisent à néant l'idée de fraternité. Ça m'a rendu... c'est une situation que je ne veux pas connaître. Et je me suis aperçu, et j'ai été assez choqué de m'en apercevoir par moi-même, et assez, pas parce que j'aurais entendu ça dans le débat public lors des élections présidentielles de 2022. J'ai été assez surpris, choqué, dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles, de découvrir que si le Rassemblement national en 2022 avait été élu, en moins de 100 jours, j'aurais pu me trouver dans une situation comme celle des hauts fonctionnaires qui n'avaient pas envie d'appliquer le statut des Juifs après octobre-novembre 1940. Et ça, c'est à cause de ce fameux référendum sur l'immigration, qui n'est pas un référendum sur l'immigration, qui est un projet de révision constitutionnelle. Comment j'ai découvert ça ? C'est un échange entre Marine Le Pen et Thomas Legrand sur France Inter le 12 avril 2022. On trouve encore cet échange sur les réseaux sociaux et dans la vidéo, où Thomas Legrand lui posait des questions sur ce fameux référendum. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le référendum, j'étais pas allé voir ce que c'était, moi je pensais que, tel que c'était formulé, le référendum sur l'immigration, ça serait une question du style est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation de l'immigration en France, est-ce que vous êtes pour ou contre, quelque chose comme ça en rapport avec l'immigration. En fait, j'ai compris que ce que voulait faire Marine Le Pen, c'était modifier la Constitution. Thomas Legrand lui disait mais vous ne pouvez pas faire ça parce que pour modifier la Constitution, c'est pas le référendum de l'article 11 de la Constitution
qui est un référendum qui permet de soumettre au peuple français, sans passer par l'Assemblée nationale et le Sénat, un texte législatif. Ce que De Gaulle a fait à 2 reprises, en 62 et en 69. J'y reviendrai tout à l'heure. Et qu'il y a en fait une voie qui est prévue par la Constitution, le titre 14, qui s'appelle de la révision, qui dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et ensuite soit on va au Congrès, soit on fait un référendum. Et Marine Le Pen s'est énervée, on l'entend hausser le ton quand Thomas Legrand lui dit oui mais le Conseil constitutionnel, etc. Elle explique en gros que le Conseil constitutionnel, elle s'en fiche, et que si les Français veulent modifier leur constitution, ils modifieront leur constitution. Et après avoir entendu cet échange d'une grande violence verbale, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte dont j'ai jamais entendu parler? Je parle du 12 avril 2022, après 8 mois de campagne présidentielle. Parce que le fameux texte, je suis allé le chercher, il a été publié par le Rassemblement national en septembre 2021. J'ai découvert en regardant les historiques, les articles qui avaient été publiés à l'époque et que je n'avais pas vu, que le constitutionnaliste Dominique Rousseau, qui n'est pas n'importe qui, avait parlé à l'époque de coup d'État juridique. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un constitutionnaliste sérieux parle d'un projet qui est le cœur du projet du principal parti de France aujourd'hui et appelle ça un coup d'État juridique? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux choses. Je suis allé lire ce texte. J'ai fait une tribune, j'ai coordonné une tribune dans l'Obs pour parler de tout ça. J'en ai parlé autour de moi, à différentes personnes, des responsables politiques, etc., qui m'ont dit oui, c'est vrai, t'as raison, etc. Moyennant quoi, 2 ans plus tard, quand il y a eu la dissolution en 2024, le sujet n'avait pas vraiment été abordé dans le débat public, et la plupart des gens à qui je racontais cette histoire me disaient mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est quand même très bizarre. Donc j'ai refait une tribune dans Le Monde avec Jean-Marc Ayrault qui m'avait incité à la faire et qui l'a co-signé avec moi là-dessus. Comme ça perçait pas vraiment l'espace médiatique, je me suis dit, si on veut être entendu, il faut écrire quelque chose. Donc le format du tract sur ce plan-là me paraissait bien, un texte court, qui peut être pas cher, et écrit dans une langue accessible et non polémique. C'est pas un pamphlet que j'ai écrit, c'est de la paraphrase. J'ai paraphrasé le projet du Rassemblement national en expliquant ce que eux n'expliquent pas, donc ce que ça veut dire en vrai, mais sans effet de manche ni exagération. C'est juste expliquer de quoi il est question. Et le tract, il est venu comme ça. Qu'est-ce que j'y dis? Il y a 2 choses que je dis, et ça renvoie aussi, pourquoi j'ai fait ce détour par comment je suis venu à l'écrire, ça renvoie aussi aux déficiences de notre débat public. Parce que moi, je considère quand même que c'est pas normal que lors de la précédente élection présidentielle, les journalistes et les acteurs de la campagne présidentielle ne se soient pas intéressés à la principale mesure de la candidate qui est arrivée en tête du premier tour. Et quand je dis la principale mesure, c'est elle qui le dit. Régulièrement, dans les élections présidentielles, on pose à tous les candidats, c'est quoi votre première mesure? Ce qu'elle dit, et depuis longtemps, c'est ma première mesure, c'est le référendum sur l'immigration. Elle ne le cache pas, elle le met au milieu de la table en disant c'est ça. Le fait que les journalistes, ses adversaires politiques,
la plupart des observateurs de la vie politique ne soient pas allés plus loin. Oui, d'accord, elle veut faire un référendum sur l'immigration, c'est logique, l'immigration c'est le sujet du Rassemblement national, ils sont populistes donc ils font des référendums, donc elle fait un référendum sur l'immigration. Et voilà. Et puis ensuite on parle de ses chats et des costumes de Jordan Bardella, et c'est ça l'analyse politique qu'on nous livre, et des cravates des parlementaires du Rassemblement national, et c'est ça l'analyse politique qui aboutit à la conclusion que oui, ils sont normalisés, et c'est devenu un parti comme un autre, fréquentable, etc. Donc c'est quand même un problème que cette mesure centrale n'ait pas été décortiquée. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette mesure centrale? Elle vise à permettre la mise en œuvre du principe, d'un slogan de l'extrême droite qui date d'il y a 100 ans, la France aux Français, que Jean-Marie Le Pen a repris, c'était sur ses affiches, et transformé, grâce à Jean-Yves Le Gallou, en un slogan un peu plus technocratique, la préférence nationale, que Marine Le Pen a elle-même transformé rhétoriquement, et elle appelle ça la priorité nationale. Tout ça est exactement la même chose. C'est l'idée qu'il y a une supériorité à créer entre les Français et les étrangers. Ça, c'est un principe qui porte un nom, ça s'appelle la xénophobie. Et ce qu'ils veulent faire, c'est de la xénophobie d'État. C'est-à-dire que le principe xénophobe de discrimination des étrangers, de rupture du principe d'égalité quand on est étranger, devienne un principe constitutionnel de la France. Alors, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Par le biais de la loi, ça n'est pas possible. Le Conseil constitutionnel l'a tranché à plusieurs reprises, et notamment dernièrement, quand il y a eu la loi immigration, il a annulé toutes les dispositions de plus ou moins préférence nationale qui avaient été introduites par les députés, les républicains du Sénat, précisément parce que ça rompt le principe d'égalité, et ça rompt un principe qui en fait remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que d'une part la loi n'est nécessaire que pour corriger des problèmes qui se posent. Ça veut dire que si on veut discriminer les personnes, on peut le faire, mais il faut une raison valable. On discrimine les enfants de 3 ans à l'égard de l'accès au permis de conduire, parce qu'il y a des raisons objectives de le faire. Il n'y a pas de justification à permettre aux enfants de 3 ans de passer le permis de conduire. C'est une discrimination. Elle est fondée. Il y a des raisons objectives. On discrimine aussi les étrangers par rapport aux Français au regard du principe de la citoyenneté. Les étrangers ne votent pas pour le président de la République. C'est la base même de la citoyenneté. Mais pour le reste des droits, le droit de la défense, les droits sociaux, les allocations familiales, etc., l'accès à l'école, etc., il n'y a aucune raison objective, aucune démonstration possible qui démontrerait que les étrangers doivent avoir moins de droits que les Français. Et à chaque fois que ça a été fait dans les municipalités Front National dans les années 90, par la loi immigration, enfin le versant les Républicains de la loi immigration en 2023, ça a toujours été censuré. Et heureusement, parce que le principe d'égalité, il n'existe que précisément parce qu'il est universel, parce qu'on ne peut pas choisir des gens qu'on a envie de mettre de côté simplement parce qu'on ne les aime pas, et sans avoir à justifier pourquoi on les aime pas. C'est ça que veut faire le Rassemblement national. Comme il ne peut pas le faire par la loi, et il le sait, et il l'assume, il faut qu'il change la Constitution. Je dis qu'il le sait et qu'il l'assume parce qu'en 2024, ce qui s'est joué, c'est l'accès du Rassemblement national à Matignon, avec une majorité à l'Assemblée nationale, et pas la main sur le référendum et la possibilité de modifier la Constitution qui appartient au président de la République. Et dans le programme du Rassemblement national, sur la question de la, entre guillemets, priorité nationale,
ils ont été clairs. Ils ont dit on ne fera pas ça. Si vous nous élisez en 2024, on ne fera pas la priorité nationale. Pour ça, il faut gagner l'élection présidentielle et faire le référendum sur l'immigration. C'est écrit dans leur programme. Donc ça veut dire qu'ils ont une clarté, en fait, derrière le masque du référendum sur l'immigration. Ils ne mentent pas aux Français. Effectivement, il faut toucher la Constitution. Et là où ils sont astucieux, c'est que ce qu'ils proposent de faire dans ce projet de loi constitutionnel, c'est pas de dire l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est abrogé. Maintenant, certains hommes sont plus égaux, naissent plus libres et plus égaux que d'autres en France. Ils font pas ça. Ils conservent le bloc de constitutionnalité, le préambule de 1946, etc. Mais ils mettent dans la Constitution des dispositions qui disent le contraire. C'est de même niveau constitutionnel. Les dispositions qu'ils y ajoutent sont plus récentes. Donc c'est ces dispositions-là qui vont s'appliquer. Et ils appliquent le même principe, à savoir en inscrivant dans la Constitution des choses contradictoires avec des principes généraux. C'est comme ça aussi qu'ils se sortent des contraintes des textes internationaux. Et ça, c'est l'article probablement le plus important et le plus dangereux de leur projet, l'article 1er, enfin celui qui vise à transformer l'article 1er de la Constitution, et qui dit que la Constitution est au-dessus de tous les textes nationaux et internationaux. En disant ça, ils autorisent la Constitution à dire sur un certain nombre de sujets qu'elle définit, des choses différentes de la Convention européenne des droits de l'homme, des conventions des Nations Unies sur le droit des enfants, sur le droit des réfugiés, etc. Il crée une possibilité, comme on dit en anglais, d'opt-out, c'est-à-dire sur certains sujets sur lesquels il y a des barrières aussi au niveau européen et internationaux, en indiquant que la Constitution est au-dessus de ces textes-là, il s'autorise la possibilité de déroger à ces principes généraux qui sont les mêmes que ceux de la Révolution française. En l'occurrence, dans le droit du Conseil de l'Europe, la CEDH, dans le droit de l'ONU, tout ça, c'est les mêmes sources de droit. C'est l'universalisme des droits de l'homme tel qu'il est né aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, et qui a été universalisé après 1945 dans le système des Nations Unies. Des motifs du projet de loi constitutionnelle de 2021, il donne deux exemples en disant on ne va pas dénoncer la CEDH, on ne va pas dénoncer les traités, les conventions de l'ONU, on va juste dire ce que nous, souverainement, la nation française, on pense important. Et si ça s'oppose à certaines dispositions de ces textes-là, c'est le droit français qui va prévaloir. Les deux exemples qu'il donne, c'est la Russie et la Hongrie, septembre 2021. Et ce qui m'a fait rire dans le projet de loi constitutionnel que le Rassemblement national a déposé immédiatement après l'annulation d'un tiers de la loi immigration par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Ils ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle qui reprend 98% du contenu du projet de loi présenté par Marine Le Pen dans son programme présidentiel en 2021. Donc ils l'ont recopié. Et on est en 2024. Ils ont gardé l'exposé des motifs de 2021 avec les exemples de la Hongrie et de la Russie. Entre-temps, la Russie était sortie du Conseil de l'Europe parce qu'elle avait envahi l'Ukraine, qui est elle-même membre du Conseil de l'Europe. Donc ils n'ont même pas eu l'intelligence de déguiser leur modèle. 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, c'était encore la Russie poutinienne qui était le modèle du Rassemblement national dans ce projet de loi constitutionnel. Faire ça, faire sortir la France par le biais de sa constitution des traités internationaux, c'est mettre en fait une clôture
autour de la France et y mettre une porte cadenassée. Parce que ça veut dire aussi qu'en faisant ça, on ne le fait pas que pour l'immigration. C'est un principe général. Donc ça veut dire que ça s'applique aussi aux Français. Souvenez-vous, ils disent référendum sur l'immigration. Mais là, cette nouvelle organisation juridique qu'ils proposent, ça s'applique aussi aux Français. Et dans la mesure où, une fois qu'on a fait ça, on peut changer tout ce qu'on veut dans la Constitution et s'abstraire d'autres normes européennes en interdisant à tout le monde, aux étrangers comme aux Français, d'aller à la Cour de Strasbourg, faire reconnaître ses droits, etc. Par ce biais-là, on peut rétablir la peine de mort, par exemple. Il suffit de changer la Constitution et d'indiquer que la peine de mort, c'est la peine la plus importante qui peut être utilisée en France, par exemple. C'est un principe général. Et c'est là où à la fois la nature du projet du Rassemblement national et la menace qu'il constitue, on en prend conscience, parce que pour viser les étrangers, ce qu'ils font par ailleurs, dans le projet de loi constitutionnelle, donc il y a 3 séries de dispositions, des dispositions sur le droit de l'immigration et de la nationalité, notamment l'impossibilité de régulariser le moindre sans-papier sans une décision prise en Conseil des ministres. Inutile de dire que ça devient impossible. C'est une aberration juridique de dire ça dans la Constitution, mais ils le disent. Ils le disent pour que ça ne puisse pas être démonté. Donc il y a tout ça. Il y a les dispositions qui permettent de mettre en place cette priorité nationale, cette xénophobie d'État. Ces dispositions, elles sont très nombreuses parce que, comme ils ne veulent pas modifier les principes généraux, ils sont obligés de toucher le texte à des tas d'endroits pour s'assurer que la mécanique va bien fonctionner. Et par ailleurs, ils ont prévu que si les pouvoirs publics ne veulent pas mettre en œuvre ce nouveau régime, ils donnent de nouveaux droits, entre guillemets, aux Français, qui est le droit de délation, qui est que les Français qui sont discriminés contre les étrangers par telle ou telle institution, publique ou privée, peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître cette discrimination à leur égard et forcer donc toutes les institutions à mettre en œuvre le principe de xénophobie d'État. Et puis il y a une 3e dimension qui est plus symbolique, mais qui signe aussi le caractère idéologique du projet, qui est que l'identité française devient un principe constitutionnel garanti par le président de la République. L'identité française n'est pas définie dans le texte, donc ça veut dire que c'est le président de la République, sous le contrôle du juge, qui définit ce que c'est, mais dans l'exposé des motifs, on nous cite les crèches de Noël comme exemple, par exemple, de l'identité française qu'il faudrait protéger constitutionnellement par ce biais-là. Pour faire tout ça, en visant à la fois les étrangers, les doubles nationaux aussi, j'insiste pas, et pour faire rentrer ce principe identitaire dans la Constitution, en fait, par cet article 1er, tout ça, c'est des exemples de discrimination, de dérogation au principe de liberté, d'égalité et de fraternité. Et pour ça, ils prennent une décision de principe, ils ouvrent une boîte de Pandore en permettant à la Constitution française de se sortir à la fois de son bloc de constitutionnalité, parce qu'on se met à déroger aux valeurs fondamentales par toutes ces dispositions-là, et de sortir la France des garanties internationales qui sont offertes aux personnes qui résident sur son sol par les différents textes. Et c'est là où on voit qu'on fait changer la République de base. Parce que ce qu'on change, c'est le principe même de la République. On garde à la limite liberté, égalité, fraternité, mais c'est liberté des Français, égalité entre les Français, fraternité pour les Français. On fait disparaître les étrangers qui ne sont plus
protégés par ces principes. On fait disparaître l'universalité des droits. Et ça, c'est très grave, parce que c'est précisément parce qu'ils sont universels, parce qu'il n'y a pas d'exception, aucune exception possible, que ces droits-là nous protègent. Parce qu'on ne crée pas un manteau d'exception qui permettrait de traiter les uns et les autres, et ça change. Non, ces valeurs-là, elles sont... c'est comme la dignité humaine, il n'y a pas de demi-dignité humaine, il n'y a pas de demi-être humain. La dignité humaine, elle s'applique à tous, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, quel que soit le genre ou l'orientation sexuelle, c'est les mêmes pour tous. Ça, c'est le principe qui remonte à 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pas tous les hommes blancs, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je dis ça parce que la phrase que je viens de prononcer, c'est pas tous les hommes blancs naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est un texte de Mirabeau d'août 1789. Donc cette portée universelle, elle a été perçue dès le départ. Et il est faux de dire que ces principes-là seraient eurocentrés ou uniquement réservés aux nationaux. Il y avait des révolutionnaires, Condorcet en faisait partie, mais Mirabeau était plus avancé encore que lui, qui l'ont perçu. Et c'est ça qui fait le socle de notre République. Et créer une brèche là-dedans, c'est changer de base, c'est faire changer de base notre République. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça une révolution. Et je l'ai appelé révolution nationale parce que le principe, c'est le nationalisme, le nativisme, la France aux Français. Et j'étais conscient de la référence que je faisais en disant révolution nationale. Mais c'est une révolution. C'est pas une alternance comme on a pu les connaître en 1981, de la droite à la gauche, en 1995, de la gauche à la droite. Il y a des politiques qui nous plaisent plus ou des politiques qui nous plaisent, etc. Mais tout ça se fait dans un cadre qui est la chose commune à tout le monde. Là, ce qu'ils font, le Rassemblement national, c'est qu'ils ne jouent plus au même jeu que nous, ils changent les règles du jeu. Et ça signe aussi une nature particulière d'un parti, un parti qui a besoin de changer les règles du jeu, et avec ce degré d'importance, 18 articles de la Constitution modifiés, 7 articles ajoutés, c'est pas un parti comme les autres, c'est pas un parti qui est normalisé, et sur ce plan-là, il y a une continuité absolue entre les ligues de l'avant-guerre, le Front National et le Rassemblement National. Et tous les gens qui expliquent que le Rassemblement National s'est normalisé mentent ou ne connaissent pas en vérité le programme du Rassemblement National, parce que ce programme-là, dans sa dimension constitutionnelle, qui est la condition nécessaire à son application, ce programme-là n'est pas un programme républicain. Alors après, une fois qu'on a dit ça, parce que beaucoup de gens n'ignorent pas que le Rassemblement national est xénophobe, qu'il a des projets déplaisants, mais la plupart des gens se disent, une fois au pouvoir, ils vont se normaliser. Et d'ailleurs, voyez Madame Mélanie, elle fait pas ce qu'elle veut, etc. Et c'est là où un peu de droit constitutionnel est nécessaire, parce que il se trouve que notre Constitution, à l'exception de toutes les autres, celle des États-Unis, celle de l'Italie, même celle de la Pologne, de la Hongrie, etc., elle prévoit une disposition, un shortcut, un raccourci, qui permet de modifier la Constitution elle-même en moins de 2 mois. Je dis ça parce que ça a déjà été fait une fois, et c'est quand je l'ai vu que je me suis dit, là, on a un sérieux problème, en 1962. En 1962, le général de Gaulle est victime d'un attentat de l'OAS en août, à la fin août 1962, et à la suite de cet attentat, qui l'a amené à penser à sa succession, etc., il décide de faire ce que le constituant de 1958 n'a pas voulu faire, c'est-à-dire
faire en sorte que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Il était élu dans la version de 58 au suffrage universel indirect. Tous les partis étaient contre, l'Assemblée nationale était contre, elle a fait chuter le gouvernement Pompidou pour ça. Quelques semaines plus tard, c'est la première motion de censure votée. Le Sénat était contre. Et De Gaulle, le 20 septembre 1962, un mois après l'attentat du Petit Clamart, intervient à la télévision et dit aux Français: je vais vous donner la parole, vous allez dire si oui ou non vous êtes pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc il modifie l'article 5 de la Constitution sur le mandat du président de la République, et il le fait en utilisant l'article 11 de la Constitution, qui lui permet de soumettre un projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics aux Français, sans passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'a pas le droit de faire ça, parce que ce qu'il propose, c'est une modification de la Constitution. Et la modification de la Constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'article 89, qui dit d'abord il faut un texte voté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, et ensuite le président de la République a le choix, soit il soumet au Congrès, soit il soumet au référendum. Le général de Gaulle s'assied là-dessus, le Conseil d'État lui dit ça n'est pas ça qu'il faut faire, il s'en fiche. Le Conseil constitutionnel lui dit par cette voix contre deux ça n'est pas la bonne procédure, il s'en fiche. L'Assemblée nationale renverse son gouvernement, celui de Georges Pompidou, il s'en fiche. Le président du Sénat parle de forfaiture en parlant du Premier ministre qui a soumis ce projet de loi au président de la République, il s'en fiche. 20 septembre, discours du général de Gaulle. 27 octobre, référendum. 28 octobre, victoire, enfin, proclamation des résultats. Entre l'attentat du Petit Clamart et la modification de la Constitution, il y a moins de 3 mois. J'ai compté, ça fait, je ne sais plus, 60 ou 70 jours. Ce que veut faire le Rassemblement national, c'est, après une victoire à l'élection présidentielle, une victoire où ce sujet-là a été explicitement soumis aux Français. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils disent référendum sur l'immigration, donc ils ne détaillent pas ce que j'explique là sur le projet de loi constitutionnel. Mais ils le disent, c'est pas caché, c'est pas une mesure qu'ils veulent sortir de leur chapeau après avoir été élus. Marine Le Pen dit référendum sur l'immigration, c'est ma première mesure. Et même, c'est le sens de ce qu'elle a dit dans son échange avec Thomas Legrand, elle est même assez explicite sur le fait de dire que si le Conseil constitutionnel décide de se mettre en son travers, elle lui marchera dessus. Donc ça veut dire que si elle est élue, après avoir dit tout ça, elle peut légitimement considérer qu'elle a la légitimité du peuple pour faire ce qu'elle dit, pour mettre en œuvre ses propositions. Et après, j'avais fait un petit tableur Excel en reprenant le calendrier de 62 et en imaginant, elle nomme son gouvernement, le gouvernement fait une déclaration à l'Assemblée nationale, etc. Tout ça, en moins de 100 jours, entre le début de la campagne présidentielle et la date du référendum constitutionnel, ça tient en 96 ou 97 jours. Et on mesure la rapidité et la brutalité de la chose, parce que une fois que le référendum a été organisé, ça veut dire que, et s'il est gagné, ça veut dire qu'il s'est passé 2 coups de force. Le premier coup de force, c'est que le président élu a brisé l'autorité du Conseil constitutionnel comme première mesure. Et il la brise explicitement si le Conseil constitutionnel reprend la jurisprudence de 62 en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et qu'il s'assoit dessus, comme De Gaulle l'avait fait en 62. Mais il le brise indirectement si le Conseil constitutionnel décide de se coucher comme en 69. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que se sentant trop faible face à un président nouvellement élu loin de la légitimité populaire, le Conseil constitutionnel en fait accepte que la voie soit réactivée
et il fait comprendre qu'il n'est pas un contre-pouvoir dans cette nouvelle... dans ces nouvelles circonstances. Donc ça, c'est le premier coup de force. Et le deuxième coup de force, c'est le texte lui-même. Parce qu'une fois que le référendum a été gagné, le lendemain, ça devient la Constitution. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce projet de loi, qui fait, avec son exposé des motifs, une quarantaine de pages, c'est devenu la Constitution de la République française. Ça veut dire que vous allez au tribunal administratif, c'est ce cadre-là, jusqu'au Conseil d'État, qui devra être appliqué. Idem à la Cour de cassation, idem au Conseil constitutionnel. Toutes les lois vont être jugées en fonction de ce principe de xénophobie d'État. Et quand il y a des tensions avec les textes internationaux, c'est ce principe de supériorité de la Constitution qui s'applique. Et ça, c'est le 101e jour. Mais il y a tous les jours après. Parce qu'en réactivant cette voie du référendum constitutionnel par le biais de l'article 11, ça veut dire que le président de la République, nouvellement élu, il a une nouvelle arme vis-à-vis de l'Assemblée. Dans la dynamique de la Ve République aujourd'hui, le Sénat, son seul pouvoir réel aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de modification constitutionnelle sans un accord du Sénat. Tout le reste, par le biais de la prévalence de l'Assemblée nationale, tout le reste est effacé si le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale, sauf sur les révisions constitutionnelles. Si le président de la République réactive l'article 11 pour modifier la Constitution, ça veut dire que n'importe quelle révision constitutionnelle, il peut la faire passer par référendum. Ça veut dire aussi que la nature du référendum change. Et ça, pour le coup, on a une expérience. On a même 2 expériences dans l'histoire constitutionnelle française de chefs d'État qui ont gouverné sur des sujets majeurs par le biais de référendums. Ces 2 chefs d'État portaient le même prénom, Napoléon Ier et Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier, il fait valider le meurtre de la République pour le remplacer en empire héréditaire par un référendum en 1804. Et Louis-Napoléon Bonaparte, c'est par un référendum qu'il restaure l'empire, et ensuite il va faire, donc on appelait ça des plébiscites à l'époque, mais c'est de ça dont on parle. Et quand on regarde les puissances, les États illibéraux autour de nous, la Pologne à l'époque du PiS, la Hongrie de Orban, les États-Unis de Trump, ce qu'ils font est entravé par leur constitution. Et ils n'ont de cesse, Netanyahou en Israël aussi, ils n'ont de cesse que de vouloir faire des modifications constitutionnelles, et ils ont du mal à les faire. Mme Mélanie s'en est aperçue il y a 15 jours. Parce que les procédures, et c'est normal, une constitution, c'est pas une loi ordinaire, il faut le temps de les libérer, on ne touche pas à ça comme ça, il faut qu'elle puisse être modifiée, mais avec certains principes. Donald Trump, il n'a pas la possibilité de décider de changer la constitution comme ça, en allant devant le peuple américain. Sinon, croyez-moi qu'il l'aurait fait. Le président de la République française, il peut le faire. Enfin, il s'est donné le droit de le faire par De Gaulle en 62, et le projet du Rassemblement national, c'est de réinstaurer ce droit-là. Donc il faut voir aussi les choses en dynamique. À partir du moment où un président se fait élire avec en première mesure ce coup de force institutionnel, et que ce coup de force, il est validé par les Français 2 fois, par l'élection présidentielle, sa victoire, et par la victoire au référendum, ça veut dire que ce mode de gouvernance devient quelque chose qui est de nouveau possible, et pour plein d'autres sujets. Dès qu'il y aura un sujet bloquant au niveau de la Constitution, et dans un régime libéral, il y a beaucoup de sujets qui sont bloquants au niveau constitutionnel. Le président de la République française aura cette arme
et par le biais d'une campagne plébiscitaire bien organisée, il pourra modifier la Constitution autant de fois qu'il voudra par ce biais-là. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui est très dangereux, et c'est pour mettre en garde contre ça que j'ai écrit mon tract. Alors il y a une troisième partie qui est un peu pour l'histoire maintenant, parce que ce que j'ai expliqué aussi, c'est que pour éviter ce danger maximum de réinitialisation d'une république plébiscitaire autoritaire par le biais de ce fameux référendum de l'article 11, il y a une mesure toute simple qui serait de modifier la Constitution pour interdire définitivement, fermer définitivement la porte au référendum, à la modification de la Constitution par un référendum de l'article 11. Parce que depuis que De Gaulle l'a fait, 2 fois, une fois il a gagné, 62, une fois il a perdu, 69, il n'y a plus eu de cas, et entre-temps, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué, il y a des raisons de penser que peut-être qu'il y a un cadre juridique qui pourrait être un peu plus robuste s'il y avait coup de force comme en 62. Moi, j'y crois pas tellement, parce que si le coup de force il a lieu après une élection présidentielle gagnée, je pense que la légitimité électorale l'emporte sur les châteaux de cartes juridiques. Donc le mieux, c'est quand même de fermer la porte officiellement. Et ça, on avait le temps de le faire quand j'ai sorti mon tract, il y avait 2 ans avant 2027. Il y a un sénateur qui a essayé de le faire, qui a déposé une proposition de loi constitutionnelle l'année dernière, qui s'est fait rejeter au Sénat par alors les 4 sénateurs Rassemblement National, mais aussi le groupe Les Républicains et le groupe centriste de Jacques Marseille. Et donc maintenant, on n'a plus vraiment le temps de faire ça. Mais par contre, la campagne n'a pas encore commencé. Donc moi, le tract, il est là aussi pour éclairer la campagne qui s'ouvre et faire en sorte qu'on parle davantage de ces questions-là qu'on l'a fait dans la campagne de 2022. Et puis, il est là aussi pour préparer les esprits, si jamais par malheur l'extrême droite était élue, pour se préparer à la bataille suivante, qui est celle de ce fameux référendum, pour que le non l'emporte. Et pour réaliser ce dont on parle, c'est assez vertigineux quand on y pense, hein, parce que ça nous renvoie à des questions auxquelles aucun d'entre nous n'a été confronté par rapport à l'image qu'on se fait de notre pays, de l'état de droit, etc. La dernière fois où les libertés publiques ont été à ce point en danger, c'était pendant la guerre d'Algérie, où il y a eu des moments où on a pu craindre des dérives de ce type, après le 13 mai 58 notamment, ou après le putsch des généraux en 61. Mais il se trouve que ça n'est pas arrivé. Mais là, on est dans ces voilà, il y a une perspective d'une situation comme ça, et donc il faut s'y préparer. Et savoir à qui on a affaire. Merci beaucoup. Et c'est très, très juste et très bien documenté. Donc c'est à vous si vous voulez poser des questions.